Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les éléments, effectivement, pour venir nombreux. Écoutez, donc voilà, les dernières nouvelles des trous noirs, les créatures sans doute les plus étranges et fascinantes du bestiaire cosmique. Dieu sait s'il regorge d'autres créatures étranges et fascinantes, les naines blanches, les étoiles à neutrons, les pulsars, les ondes gravitationnelles, etc., etc. Mais les trous noirs sont l'archétype vraiment du concept qui fascine. Alors effectivement, en revenant de Mars, je m'apprêtais à le faire, mais vous l'avez fait, donc je reviens de Mars. Et on va repartir beaucoup plus loin. Mais le voyage sur Mars était absolument fascinant. J'espère que vous serez intéressés par cette plongée dans ce monde étrange et merveilleux des trous noirs. Alors vous savez, donc la définition de base du trou noir, c'est l'astre invisible par excellence, hein, le puits de gravitation qui absorbe toute matière, toute énergie et toute lumière et dont rien ne ressort. Alors il faut tout de même rappeler que, donc je vais vous donner les dernières nouvelles, parce que c'est un sujet assez ancien, puisque donc les premières intuitions qui puissent exister des astres invisibles dans l'univers sont pré-relativistes, remontent à la gravitation tout simplement newtonienne. Et puis c'est un sujet qui est devenu de plus en plus foisonnant au cours du temps, d'abord sur le plan théorique et puis maintenant sur le plan observationnel et expérimental. Et donc j'ai judicieusement choisi le titre Dernières nouvelles pour brosser à la fois évidemment un rappel, un historique, et puis vous parler des dernières découvertes et évidemment des nouvelles questions qui se posent. Alors je vous disais donc que le concept d'astre invisible était déjà présent dans les théories ordinaires de la gravitation newtonienne. Vous savez tous que si vous jetez une balle en l'air, elle retombe au sol, sauf si vous lui donnez une vitesse suffisante pour qu'elle s'échappe à l'attraction de la Terre, qu'on appelle donc une vitesse de libération. Voilà. Donc par exemple, si vous jetez un caillou à une vitesse de 7,2 km par seconde, bon, votre bras n'y arrivera pas. Vous satellisez le caillou, c'est-à-dire il va retomber sur Terre en chute libre, mais sans jamais toucher le sol, donc il va se mettre en orbite autour de la Terre. Et si vous lui donnez une vitesse de 11,2 km par seconde, qui est la vitesse non plus de satellisation, mais de libération, ben, l'objet peut effectivement quitter le champ gravitationnel de la Terre. Donc c'est dans ces circonstances-là, classiques, bien connues du temps de Newton, que deux astronomes, l'un était anglais, s'appelle John Mitchell, l'autre est le fameux Pierre-Simon de Laplace, le marquis de Laplace, ont imaginé qu'il puisse exister dans l'univers des astres gigantesques à la surface desquels la vitesse de libération atteignait la vitesse de la lumière qui avait déjà été mesurée à l'époque, 300 000 km par seconde. Ils en déduisaient donc que les rayons lumineux eux-mêmes ne pourraient pas s'échapper de la surface. Voilà, donc c'est la première intuition qu'il puisse exister des astres invisibles dans l'univers. Évidemment, à cette époque, on ignorait tout à fait les états très denses de la matière que l'on connaît aujourd'hui, donc les seules densités moyennes que l'on connaissait, c'était les densités moyennes des roches, du Soleil, de la Terre, etc., qui est de l'ordre de quelques grammes par centimètre cube, comme vous le savez. Et donc, ils avaient calculé un petit peu le profil, l'archétype de l'astre invisible. Ce serait par exemple un astre ayant la densité du Soleil, c'est de l'ordre de la densité de l'eau, tout simplement, 1 gramme par centimètre cube, hein, mais qui aurait 500 fois le rayon du Soleil. Voilà. Quelle que soit la nature de la matière constituant cela. Donc vous mettrez par exemple une sphère d'eau dont le rayon serait 500 fois celui du Soleil, ça fait une grande sphère d'eau, ben vous auriez un astre invisible. Bien. Bon, les idées ont été oubliées parce que c'est développé dans les 2 siècles qui ont suivi. Les théories ondulatoires dans la lumière, parce que là, il fallait supposer que la lumière soit influencée par les champs de gravité. Après, cette idée a été oubliée dans tout le développement des théories sur la lumière, jusqu'à l'avènement de la relativité générale, qui est aujourd'hui, évidemment, la seule théorie pertinente pour parler des trous noirs. Alors, je vous rappelle de façon très simple et très rapide l'idée de base de la relativité générale, qui est une théorie merveilleuse et magnifique, qui remonte à un siècle et 1 année, et 2 années maintenant, bientôt. C'est donc l'idée qu'en fait la gravitation n'est pas une force d'attraction se propageant instantanément comme l'avait imaginé Newton avec une certaine efficacité comme vous le savez, mais c'était une manifestation en fait d'une courbure de l'espace-temps. Donc de façon très imagée ici, vous avez ici le tissu normalement fixe, rigide, plat de l'espace-temps sans gravitation, tissé par des rayons lumineux. Réduit à 2 dimensions, évidemment. Et Einstein dit, en fait, dès que vous avez un corps massif, il va déformer localement le tissu élastique de l'espace-temps. Donc les rayons lumineux eux-mêmes vont être déformés. Ce que l'on va appeler gravitation, c'est juste les manifestations naturelles de cette courbure. Donc il n'y a plus de force.
Ça veut dire que cette particule-là, ou cette planète, ou cette comète qui va passer dans le voisinage du corps massif, circule librement dans l'espace, en ligne droite. Sauf que c'est une ligne droite dans un espace-temps courbe, qu'on appelle donc une géodésique. Et vous allez comme ça retrouver non seulement toutes les lois connues de la mécanique céleste, loi de Kepler, etc., qui étaient très bien expliquées aussi par Newton, mais avec des corrections qui, elles, n'étaient pas expliquées par la théorie de Newton. Donc vous avez une meilleure théorie de la gravitation qui a été assez rapidement mise à l'épreuve. Alors la philosophie, je vous montre juste pour l'élégance et la beauté de la chose, la formulation la plus économique sur le plan visuel des équations du champ d'Einstein. Voilà. Ici, vous avez un objet géométrique, on appelle un tenseur, qui est une sorte de matrice 4-4, donc à 16 composantes, qui rassemble toutes les informations sur les propriétés locales de la courbure de l'espace-temps. Et puis à droite, vous avez un autre objet géométrique, un autre tenseur, qui lui va rassembler toutes les informations sur la distribution et le mouvement de la matière et de l'énergie. Et le génie des équations de la relativité, c'est d'égaler les deux, c'est-à-dire dire que c'est la distribution et le mouvement de la matière et de l'énergie dans l'espace qui va donner sa forme à l'espace, qui va définir les propriétés de courbure, et de la même façon, de façon symétrique, c'est la courbure de l'espace qui va donc dicter les mouvements naturels des objets dans l'espace. Donc c'est ça la philosophie de la relativité générale. Alors vous vous doutez bien que si vous allez, par exemple, si vous allez augmenter la densité de matière-énergie, la concentration de matière et d'énergie en une région localisée, par exemple, de l'espace et du temps, vous allez augmenter la courbure, puisque les deux sont liés. Et donc la grande question qui s'est rapidement posée dès 1917, une année après la publication des équations d'Einstein, c'est le problème dit de l'effondrement gravitationnel, sur lequel ont initialement travaillé Karl Schwarzschild, qui va découvrir la première solution en 1917 exacte des équations d'Einstein, dont on s'apercevra plus tard que c'est également la solution qui peut décrire la forme de l'espace-temps autour du trou noir le plus simple, qu'on appelle le trou noir de Schwarzschild, le trou noir parfaitement sphérique, sans rotation. Et puis l'effondrement gravitationnel a été étudié, pas forcément toujours dans le contexte des trous noirs, par toute une série de brillants physiciens. J'en mets 4 ici, j'aurais pu en mettre au moins 20. Ici j'ai mis Chandrasekhar. Oppenheimer, qui a été le premier à faire un calcul vraiment relativiste en 1939 de l'effondrement d'une étoile, conduisant à effectivement un objet que l'on n'appelle pas encore un trou noir à l'époque, mais un objet qui va déconnecter une région entière de l'espace-temps de l'extérieur. Et puis John Wheeler, qui effectivement dans les années 60 va donner au concept qui existe déjà le nom même de trou noir. Black hole. Et donc le problème de l'effondrement gravitationnel, comme je disais, en fait, c'est tout simplement le suivant. Vous avez une masse. On va voir que dans les processus astrophysiques naturels, les masses, en tout cas les cœurs d'étoiles, par exemple, à la fin de leur vie de lumière, s'effondrent sur elles-mêmes. C'est ça qu'on appelle l'effondrement gravitationnel. Ça veut dire que on va avoir une masse qui va devenir de plus concentrée. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer pour le puits gravitationnel provoqué dans le tissu élastique de l'espace-temps. Ce qui va être engendré, c'est donc le trou noir. Alors, quelques idées reçues sur les trous noirs. Quelques chiffres, mais vous ne vous inquiétez pas. Premièrement, le trou noir n'est pas forcément petit. Alors on a tendance à penser qu'effectivement le trou noir c'est une énorme concentration de matière. Oui, c'est une énorme concentration de matière, mais si vous mettez énormément de matière, ça peut rentrer dans un volume pas si petit que ça. Alors c'est vrai alors il y a une formule très simple en fait, qui s'appelle la formule de Schwarzschild, qui donne le rayon d'un trou noir en fonction de sa masse. C'est ça. Je ne vous montrerai pas de formule, c'est la seule que je vous montre, c'est juste pour vous donner une idée, parce qu'en fait c'est extrêmement ça. Vous voyez que le rayon d'un trou noir est juste proportionnel à la masse du trou noir. Si vous convertissez ça en unité astronomique, par exemple vous prenez comme unité de masse la masse du Soleil, ms, eh bien, le rayon gravitationnel du Soleil, c'est 3 km. Ça veut dire qu'il faudrait réduire le Soleil à une sphère de 3 km de rayon pour qu'il se transforme en trou noir. Je rappelle, le vrai rayon du Soleil, c'est 700 000 km. Donc, évidemment, il est très loin de l'état de trou noir. Donc, effectivement, à ce stade-là, ça paraît très petit, le trou noir. Alors, si on pousse même le raisonnement plus loin, on prend l'exemple de la Terre. Si vous mettez la masse de la Terre, le rayon
deviennent 1 cm. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre la Terre dans une petite bille d'enfant pour que ce soit un trou noir. Donc on a tendance à penser qu'un trou noir est petit. Mais comme on va le voir, on a découvert, et théoriquement ça existe sur le papier aussi, mais surtout on les a découverts, dans l'univers des trous noirs géants, avec des masses de plusieurs millions ou plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Donc le rayon est proportionnel, donc vous pouvez avoir des rayons de trous noirs de plusieurs milliards ou de plusieurs dizaines de milliards de kilomètres. Donc vous pouvez avoir dans l'univers des trous noirs plus grands que le système solaire. Donc un trou noir n'est pas forcément petit, c'est un état de concentration. Il faut une certaine masse à l'intérieur d'un certain volume critique ou d'un certain rayon critique. Du coup, autre idée reçue, le trou noir n'est pas forcément un objet dense. Dense, c'est-à-dire, bon, vous avez la taille du trou noir, vous avez la masse. Tout ça, ça peut se mesurer de l'extérieur. Donc vous pouvez définir, même si vous ignorez, comme on va le voir, l'état réel de la matière et de l'énergie dans le trou noir, vous ne savez pas où elle est, vous ne savez pas si c'est au centre, si c'est réparti un peu de partout, mais de l'extérieur, vous pouvez toujours définir l'équivalent d'une densité. Bon, en français, il faut parler des masses volumiques. Enfin bon, voilà, la densité, en grammes par centimètre cube. Voilà. Alors c'est vrai que pour un trou noir ordinaire, un trou noir stellaire, comme on verra, probablement les plus probables, alors c'est vrai que si vous faites le calcul, vous trouvez des densités moyennes gigantesques, 10 puissance 15 grammes par centimètre cube. C'est 1 milliard de tonnes par centimètre cube et plus, donc ça fait effectivement des densités extraordinairement élevées. Mais dès que vous augmentez la masse du trou noir, comme la masse volumique moyenne dépend de l'inverse du carré de la masse, comme on sait qu'il existe, je le répète, des trous noirs plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, vous pouvez avoir des densités moyennes inférieures à la densité de l'air. Donc si vous prenez une gigantesque masse d'air, simplement de l'air, comme ça, faisant l'équivalent d'1 milliard de masses solaires, vous auriez un trou noir. Bien. Donc, la conclusion de tout ça, je vous dire, en fait, le trou noir est un objet ni petit ni dense, c'est un objet compact, c'est-à-dire voilà, un objet qui rassemble une certaine quantité de matière dans un volume critique. Bien. Alors, on va aborder quatre sujets. Le premier, c'est la formation. Donc, sur le plan théorique, le trou noir est parfaitement donc prédit par les théories donc de la relativité générale, mais il faut voir après, est-ce qu'il y a des conditions réelles dans l'univers qui vont donner des effondrements gravitationnels susceptibles de conduire à des trous noirs. Après, quelques brefs aperçus sur la physique des trous noirs, vraiment les choses vraiment basiques. Après, une partie un peu plus visuelle sur la visualisation numérique de ces objets par définition invisible. Donc tout le défi, j'ai commencé mon travail de chercheur dans cette optique-là, a été justement de chercher des signatures observationnelles de l'existence des trous noirs. Et puis aujourd'hui, après le statut réellement observationnel, expérimental des trous noirs dans l'univers. Alors, je vous montre un diagramme qui est un peu compliqué, mais on va passer assez rapidement dessus. C'est simplement pour... bon, c'est un diagramme masse-densité. Ici, vous avez les masses des objets. En unité de la masse du Soleil, donc le Soleil se trouve là. Et puis ici, vous avez la densité moyenne des objets, avec les densités qui augmentent vers le bas. Donc le Soleil est au centre du système de coordonnées. Bien. Tout ça pour vous dire que la plupart des objets, donc on peut classer tous les astres dans l'univers dans ce diagramme masse-densité. Masse-densité, par exemple, les planètes sont là. Les étoiles, toutes les étoiles sont sur cette ligne rouge. Les étoiles effondrées, mais pas complètement effondrées, qu'on appelle des naines blanches, se trouvent là. Les étoiles un peu plus effondrées, mais pas non plus complètement effondrées, qu'on appelle les étoiles à neutrons, se trouvent là. Et dans toute cette zone-là, tout objet qui se trouverait dans cette zone-là, en termes de masse et de densité, serait dans l'état trou noir. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous avez cette ligne noire, la zone qui sépare les trous noirs de tout le reste des astres de l'univers. Elle s'étend sur tout le diagramme. Ça veut dire qu'on peut avoir des trous noirs, par exemple des trous noirs stellaires, c'est-à-dire de masse stellaire. Les trous noirs qui sont dans cette zone-là correspondent à des masses d'étoiles. Vous pouvez avoir des trous noirs de masse intermédiaire, avec des masses, si on est là, on a des masses de, par exemple, 1000 fois la masse du Soleil. On appelle ça des trous noirs de masse intermédiaire. Si vous trouvez là, vous avez des trous noirs géants, donc qui sont massifs, à partir de 10 puissance 6 masses solaires et au-delà. Mais vous regardez les extrémités de l'échelle, et si vous êtes ici, vous avez ce qu'on appelle des micro-trous noirs, qui auraient des masses inférieures à celles de planètes, par exemple, ou des masses d'astéroïdes, mais corrélativement, leur taille serait incroyablement petite. Par exemple, la taille d'un proton, un trou noir qui aurait la taille d'un proton aurait la masse d'un astéroïde.
Et à l'autre extrémité de l'échelle, un trou noir également tout à fait théorique, hein, le trou noir univers lui-même, certaines hypothèses, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, sauf peut-être dans les questions, que notre univers lui-même pourrait être un gigantesque trou noir. Voilà. Et comme on le verra dans les processus de formation expliquent aujourd'hui assez bien la formation des trous noirs stellaires, les intermédiaires et les géants. Et non seulement on explique la formation, mais on les observe. En revanche, il y a plus de difficultés pour expliquer, enfin il y a des modèles pour expliquer la formation de mini-trous noirs, qui se seraient éventuellement formés uniquement au moment du Big Bang. Mais là, il n'y a pas de, comme on le verra dans la partie expérimentale, il n'y a pas d'éléments expérimentaux prouvant leur existence. Alors commençons tout simplement par les trous noirs ordinaires, c'est-à-dire le trou noir stellaire. Tout simplement, pourquoi c'est les trous noirs ordinaires? Parce qu'on sait que les étoiles, comme le Soleil, brûlent leur carburant grâce aux réactions thermonucléaires. Et puis vous savez que une fois que le carburant est épuisé, le cœur de l'étoile, à la fin de la vie de lumière, le cœur de l'étoile va se contracter sous l'effet de sa gravité. Et donc on a toutes des théories qui se sont développées tout au long du XXe siècle, qu'on appelle les théories de l'évolution stellaire, qui retracent finalement toutes les étapes de l'évolution d'une étoile, le facteur primordial étant la masse initiale de l'étoile. Alors je vous montre encore un autre diagramme qui est un tout petit peu compliqué, mais on ne va pas rentrer dans les détails, hein, c'est juste pour vous fixer les idées. Voilà, c'est un diagramme qui montre le schéma général de l'évolution des étoiles. En haut, les chiffres montrent la masse initiale des étoiles. À partir de la masse solaire jusqu'aux étoiles les plus massives qui dépassent guère 100 fois la masse du Soleil, etc. Et donc, et là, on a les densités vers le bas. Donc, il est clair qu'une fois que l'étoile, donc l'escalier initialement là, dans son état initial, elle est dans un état stable comme le Soleil. Et puis donc, voilà, à mesure que l'étoile évolue, le cœur se contracte. Alors, les grandes découvertes donc, de l'évolution des étoiles disent que toutes les étoiles dont la masse initiale est inférieure à 8 fois la masse du Soleil, cette zone verte-là, le cœur de l'étoile qui s'effondre va donner naissance à un objet compact qui n'est pas un trou noir, qu'on appelle une naine blanche. Voilà, c'est un objet qui a à peu près la masse d'une étoile, pour une taille comparable à la masse, à la taille de la Terre, une petite planète. Donc on a des objets donc relativement assez denses, mais qui ne sont pas complètement effondrés parce que la matière a résisté, parce qu'on appelle la pression de dégénérescence électronique, c'est-à-dire donc c'est un état quantique de la matière qui est parfaitement compris, mais c'est un état de densité relativement élevé, de l'ordre de la tonne par centimètre cube. Bien. Ça représente 90% des étoiles de l'univers. Le Soleil lui-même, évidemment, donc, connaîtra cette évolution-là et terminera sa vie en naine blanche, en tout cas le cœur du Soleil. Hein. Bien. Alors, il y a un truc fondamental qui a été découvert par Chandrasekhar, que j'ai mentionné brièvement tout à l'heure. Il a découvert dans les années 1930 qu'en fait, il y a une limite sur la masse maximum d'une naine blanche. Une naine blanche ne peut pas dépasser 1,4 fois la masse du Soleil. On appelle ça la limite de Chandrasekhar, tout simplement parce qu'au-dessus, la pression gravitationnelle est plus grande que la résistance de la matière dans cet état de dégénérescence électronique. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des états plus denses de la matière, et ces états plus denses sont obtenus avec les étoiles à neutrons, qui représenteraient le stade final de l'évolution des étoiles entre 8 fois la masse du Soleil, initialement, j'entends, et puis jusqu'à à peu près une quarantaine de fois la masse du Soleil. Donc dans ces étoiles-là, l'effondrement gravitationnel se poursuit jusqu'à un état donc, de concentration beaucoup plus avancé, qu'on appelle donc une étoile à neutrons. Donc une étoile à neutrons, c'est une sorte de noyau atomique géant. Vous avez la masse d'une étoile dans un rayon de 10 km à peine. Voilà. Donc, ce qui correspond à des densités effectivement phénoménales de l'ordre de quelques milliards de tonnes par centimètre cube. Et même chose, alors là, ce qui résiste à la gravitation d'une étoile à neutrons, c'est ce qu'on appelle la pression de dégénérescence des neutrons, cette fois-ci, et pas des électrons. Donc, ça permet effectivement des concentrations plus grandes de la matière. Mais ce n'est pas un effondrement complet. Mais trois physiciens qui s'appellent Landau, Oppenheimer et Volkoff ont calculé dans les années 30 qu'un petit peu comme pour les naines blanches, il existait une masse limite qu'on ne peut pas dépasser. Si cette masse est de l'ordre de 3 fois la masse du Soleil. Donc si vous avez un cœur d'étoile résiduel qui dépasse 3 fois la masse du Soleil, la physique connue aujourd'hui n'offre pas d'alternative que l'effondrement gravitationnel en trou noir. Et ça concernerait finalement donc les étoiles dont la masse initiale est comprise environ entre 40 fois la masse du Soleil et tout ce qui dépasse. Voilà. Et donc, statistiquement, il y a très peu d'étoiles massives, donc c'est peut-être une étoile sur 10 000 qui initialement est suffisamment massive pour donner naissance à des trous noirs qui sont forcément donc de masse stellaire, partant d'une masse de 100 fois la masse du Soleil. Vous ne pouvez pas avoir un résidu plus massif que ça, et donc on fabrique des trous noirs de masse stellaire
au moins 3 fois la masse du Soleil, jusqu'à 30, 40 ou 50 fois la masse du Soleil. Ce sont les trous noirs ordinaires. Alors même si ça ne fait qu'une étoile sur 10 000 en moyenne qui peut donner un trou noir stellaire, comme évidemment il y a 2 à 300 milliards d'étoiles par galaxie et qu'il y a 1000 milliards de galaxies dans l'univers, il peut y avoir beaucoup de trous noirs, malgré tout. Hein. Bien. Alors, on a déjà des candidats. Par exemple, dans notre galaxie, il existe plusieurs étoiles, dont une est assez bien étudiée. Vous la voyez ici, un cliché extraordinaire pris par le télescope spatial Hubble. Ça s'appelle Eta Carina. C'est une étoile hypermassive, 120 fois la masse du Soleil. Elle est déjà dans un très mauvais état de santé, ça se voit tout de suite là. Elle est prête à exploser. Elle a peut-être déjà explosé, mais on n'a pas encore reçu le signal. Et elle est suffisamment massive pour, selon les lois de l'astrophysique de l'évolution stellaire dont je viens de vous parler, elle se transforme au cours d'abord dans une explosion titanesque qu'on appelle une hypernova, quelque chose qui est encore beaucoup plus puissant que les supernovas qui fabriquent plutôt des étoiles à neutrons. Surtout, donc, le cœur de cette étoile va former un trou noir de masse stellaire. Voilà. Donc, pas de problème pour expliquer la formation naturelle dans les lois de l'astrophysique, l'évolution stellaire parfaitement connue et étudier la formation donc de toute une flopée de trous noirs stellaires. En revanche, il y a plus de choses intéressantes, enfin de questions intéressantes qui se posent avec la formation de trous noirs géants et super géants. L'une des raisons, alors on peut toujours se dire qu'un trou noir géant, on va le former par croissance progressive. On forme initialement, vous savez, après le Big Bang, il y a eu une première génération d'étoiles massives. Au bout de 800 millions d'années après le Big Bang, vous avez eu une première génération d'étoiles très massives qui ont vécu très brièvement, parce que les étoiles massives vivent peu. Elles ont formé une première génération de trous noirs stellaires. Et on peut se dire que par le processus dit d'accrétion, c'est-à-dire capture avalée de la matière, ces étoiles grossissent, ces trous noirs initialement petits et modestes, grossissent au cours des milliards d'années de l'histoire cosmique pour devenir supergéants. Donc c'est ce qu'on pensait jusqu'à présent, et ça marche plutôt bien, sauf qu'on a découvert, ça fait partie des dernières nouvelles, je vous ai promis des dernières nouvelles, qui remettent toujours, l'intérêt des dernières nouvelles, c'est toujours de remettre une partie des dernières nouvelles, ça confirme un petit peu ce que l'on soupçonnait, mais la partie la plus intéressante des dernières nouvelles, c'est celle qui remettent un petit peu en cause les croyances reçues et obligent à réfléchir un petit peu plus. Donc parmi les dernières nouvelles sur le trou noir supergéant, on a découvert ces dernières années des trous noirs vraiment supermassifs, jusqu'à 17 milliards de fois la masse du Soleil, mais qui sont au centre de galaxies naines. Par exemple, dans une galaxie naine, c'est clair qu'il n'y a pas assez de matière pour faire grossir un trou noir initialement stellaire. Donc comment il s'est formé ? Et idem, également très récemment, un trou noir également de plus de 10 milliards de masse solaire, que l'on peut dater parce qu'on le trouve dans... ici, c'est une image d'astronomie, mais ça, c'est une vue d'artiste, évidemment. Il faut pas faire... on peut mesurer la distance de cet objet, parce que ça se trouve dans un quasar, une galaxie très lointaine, et on sait que donc cet objet s'est formé 900 millions d'années après le Big Bang. Comment en 900 millions d'années à peine on arrive à former un trou noir de 12 milliards de masse solaire? Voilà, donc des questions qui ne sont pas si évidentes. Alors évidemment, les théoriciens ne sont jamais à court d'explications. Donc il y a certainement le processus de croissance de trous noirs pour certains, et pour d'autres, il y a peut-être, ça c'est l'hypothèse qui a été faite récemment, d'effondrement de gigantesques nuages de gaz. C'est-à-dire au début de l'histoire de l'univers, il y avait aussi de gigantesques nuages de gaz qui ont pu s'effondrer en bloc pour former d'emblée un trou noir supermassif ou une première génération de trous noirs supermassifs. Voilà. Mais donc il y a plein de recherches en cours pour des explications sur ces trous noirs supermassifs. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de diapo là-dessus, mais pour les trous noirs, les micro-trous noirs, les éventuels micro-trous noirs, ils ne peuvent absolument pas se former dans les conditions de l'univers aujourd'hui, parce qu'il faut, cette fois-ci, ils ne peuvent pas s'effondrer sur leur propre poids, parce qu'ils sont très très peu massifs, hein, la masse de l'astéroïde par exemple. Etc. Donc il faut en fait une pression extérieure, très très grande, qui va les forcer à s'effondrer sur eux-mêmes. Et il n'y a que les conditions de Big Bang qui génèrent ce genre de conditions. Donc une hypothèse a été faite dans les années 70, c'est qu'il puisse y exister une première génération dans l'histoire de l'univers également de micro-trous noirs, donc des trous noirs géants comme on l'a vu, mais aussi une population de micro-trous noirs qui se seraient formés dans les premiers instants de l'univers. Mais comme on le verra à la fin, le statut expérimental, il est tout à fait flou parce qu'on n'observe aucune trace de ce genre de choses, mais au moins théoriquement c'est possible. Bien, alors un petit peu physique de base des trous noirs.
Toujours avec des diagrammes, bon, j'aime bien dans la vulgarisation et la culture scientifique expliquer le maximum de choses sans équation, évidemment, sinon on ne fait plus de la vulgarisation, mais avec des diagrammes. Alors en relativité, il y a des diagrammes qui sont vraiment très, très intéressants et très pédagogiques, qu'on appelle des diagrammes d'espace et de temps. La relativité mélange l'espace et le temps. Et donc on peut étudier les processus, finalement, beaucoup de processus, y compris des choses assez complexes, en faisant des diagrammes espace-temps. Donc ici, vous avez un diagramme espace-temps, c'est-à-dire le temps se déroule comme ça, vers le futur, et ici, vous avez l'espace, réduit à 2 dimensions. Donc par exemple, vous étudiez l'effondrement d'une étoile sphérique, tout simplement. Donc, vous avez ici donc initialement un cercle, hein, puisqu'évidemment c'est réduit à 2 dimensions au lieu d'avoir une sphère. Vous avez un cercle et vous poursuivez l'effondrement, donc forcément le cercle se rétrécit et l'étoile se contracte. Et vous avez un stade de l'effondrement où apparaît ce tube gris, c'est la formation d'un trou noir. Qu'on va appeler un trou noir de Schwarzschild, parce qu'ici on a une étoile simple qui ne tourne pas sur elle-même. Bien. Voilà. Alors en termes d'analogie avec le tissu élastique, hein, la déformation du tissu élastique, à mesure qu'évidemment que la concentration de la densité de l'objet qui s'effondre devient de plus en plus importante, le puits gravitationnel de plus en plus profond, et au moment critique de la formation d'un trou noir, vous avez donc effectivement un puits gravitationnel qui se forme, qui va déconnecter en fait le fond du puits de l'univers extérieur, c'est-à-dire que la matière va pouvoir rentrer là-dedans, dans le puits, ne va plus pouvoir sortir. Et la limite du puits, ici en fait, donc la frontière de ce cylindre, hein, puisqu'on est à 2 dimensions, normalement c'est une sphère évidemment qui va se déployer dans l'espace, c'est la surface du trou noir, qu'on appelle un horizon des événements. Horizon des événements parce que, comme le terme d'horizon l'indique, au-delà on ne peut rien voir, au-delà d'un horizon, et au-delà il y a des événements. De la même façon qu'à l'extérieur des événements, les points de l'espace-temps, il y a dans l'intérieur des événements, mais ceux-là sont inaccessibles à l'observation extérieure. Et attention, la surface d'un trou noir, du coup, n'est évidemment pas une surface solide, contrairement aux surfaces des naines blanches ou des étoiles à neutrons, où on a une matière ultra rigide, ultra résistante. D'une certaine façon, la formation d'un trou noir, c'est un effondrement gravitationnel sans fin. Il n'y a pas de forme de matière qui peut résister à l'effondrement. Et donc, c'est censé conduire à une singularité initiale, une singularité au centre du trou noir, c'est-à-dire un nœud de courbure infini. Où la densité de matière devient infinie. Ce qui va évidemment poser des problèmes d'interprétation physique dès lors que des infinis apparaissent en physique. Je reprends le même diagramme. Il va vous paraître encore plus compliqué, mais après je passerai à des choses plus simples. Mais parce qu'en fait, avec ce diagramme, toujours d'espace-temps, mais je rajoute quelque chose qu'on appelle des cônes de lumière. On comprend tous les effets relativistes de l'espace, de la distorsion de l'espace et de la distorsion du temps. Alors vous voyez, c'est absolument le même diagramme ici, mais ici j'ai mis en chaque sélection de points de l'espace-temps, d'événements, j'ai mis ce qu'on appelle les cônes de lumière. Alors le cône de lumière, c'est ce qui est engendré dans l'espace-temps par les trajectoires des rayons lumineux. Et comme il y a le principe de relativité qui vous dit qu'aucune particule ne peut dépasser la vitesse de la lumière, ça veut dire qu'à un point donné de l'espace-temps, toutes les particules permises pour voyager dans l'espace-temps ne peuvent pas voyager n'importe où, elles sont confinées à l'intérieur d'un cône qu'on appelle justement le cône de lumière parce qu'il est tissé par la lumière. Bon. Alors ici, vous avez donc cette fois-ci toujours la surface de l'étoile à d'effondrement, et vous placez des cônes de lumière distribués de façon en vrai temps. Prenez des horloges, prenez une balise lumineuse par exemple, qui va émettre un signal lumineux chaque seconde par exemple. Ce signal lumineux va se propager par l'extérieur, ça ce sont des signaux lumineux. Et vous voyez qu'à mesure que le champ gravitationnel augmente, les signaux lumineux sont de plus en plus incurvés et déformés puisque la lumière est influencée par la gravitation. Et ces signaux lumineux sont reçus par un observateur extérieur qui est par exemple en rotation autour du trou noir. Donc s'il est en rotation du trou noir, il est à distance constante, c'est pour ça qu'on a une ligne verticale. C'est la ligne d'univers d'un observateur qui a une orbite circulaire autour du trou noir et qui reçoit les signaux émis par la surface de l'étoile en effondrement. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'en vrai temps, le temps de chute, le temps de chute libre, la balise sur l'étoile en effondrement, les intervalles sont les mêmes, par exemple chaque seconde, et donc les intervalles d'émission sont égaux. En revanche, les intervalles de réception, ils augmentent au cours du temps. Ils augmentent tellement que ça finit par se geler au moment précisément où l'horizon des événements se forme, c'est-à-dire où le trou noir se forme. C'est-à-dire que le cône de lumière, il bascule vers l'intérieur. Et à ce moment critique, là, le cône de lumière a suffisamment basculé pour que forcément, il n'y a plus rien qui puisse sortir de la zone grise que vous voyez. Et tout va converger nécessairement
peut-être c'est plus simple de le montrer là, tout va converger, à partir de là, tout va converger vers le centre du trou noir. Et donc, vous voyez cet effet de distorsion temporelle, le temps extérieur perçu n'est radicalement différent du vrai temps, le temps propre lié à la chute libre et à la formation du trou noir. Et ce qui veut dire que toute l'histoire qui se déroule, donc comme lien, ça porte bien son nom, l'horizon des événements, tous les événements qui vont se dérouler désormais dans ce tube, ad infinitum, sont absolument perdus et hors d'accès de tout observateur extérieur. Et donc on ne peut observer que voilà, la chute qui précède la rentrée dans le trou noir. Et la rentrée dans le trou noir elle-même est rejetée dans le futur infini. Alors c'est un peu troublant pour l'esprit de tous les jours de penser qu'en fait, il existe plein de trous noirs qui existent déjà dans l'univers, on les observe, etc. Mais dans notre temps à nous, aucun ne s'est encore formé. La formation des trous noirs, pour nous, parce que nous ne sommes pas dans le vrai temps. C'est ça l'élasticité du temps en relativité. Hein. Pour nous, la formation des trous noirs est rejetée dans notre futur infini. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Dans leur temps à eux, c'est-à-dire leur vrai temps, ils se sont bel et bien formés. Hein. Bien. Dans un de mes livres, mon premier livre de vulgarisation sur le trou noir, que j'ai publié déjà en 87, puis que j'ai fait plusieurs éditions depuis, j'ai illustré ça de façon un peu plus simple que ce diagramme-là. Voilà, ces deux astronautes-là, Jean et Pierre, voilà, qui décident d'explorer un trou noir. Alors Jean décide de rentrer dans le trou noir, et Pierre de rester autour. Hein, donc c'est les deux cas de figure. Voilà. Et donc, Jean, qui plonge dans le trou noir, décide de faire un dernier salut à l'humanité, parce qu'il sait qu'il ne va pas revenir raconter l'histoire. Mais il se filme par une caméra de télévision, et les images sont transmises à son copain Pierre, qui lui reste à l'orbite circulaire. Alors, comme vous le voyez, le film, au début, se déroule normalement, dans le vrai temps de Jean. Et puis, au moment où Jean traverse la surface du trou noir, il ne ressent rien, hein, des petits tiraillements dans les pieds s'il y a des forces de marée, enfin, peu importe, mais bon, il finit son salut, sans problème. Voilà. Ça, c'est le moment où il a traversé l'horizon. Pour Pierre, lui, qu'est-ce qu'il voit ? Initialement, le film est le même, et puis le temps se ralentit, le temps se fige. Et il va se figer éternellement dans le geste qu'avait Jean au moment où il a traversé le trou noir. Un étirement fantastique du temps, le gel du temps. Donc, c'est une illustration pédagogique et spectaculaire de cette élasticité du temps, caractéristique de la relativité générale, mais qui est rendue maximum avec les champs gravitationnels incroyablement puissants. Et donc des vitesses approchant la vitesse de la lumière provoquées par les trous noirs. Bien. Maintenant, évidemment, en général, les effondrements gravitationnels ne sont pas sphériques. Il y a de légères asymétries, là j'ai beaucoup exagéré. Hein. Il n'y a pas de distorsions comme ça sur les étoiles, grosso modo. Mais il y a un phénomène fondamental qui va conduire à l'un des plus grands résultats d'ailleurs de la physique des trous noirs, puis après avec des conséquences expérimentales dont je parlerai, c'est-à-dire l'émission des ondes gravitationnelles. C'est-à-dire que toutes les irrégularités s'écartant de la symétrie sphérique ou de la symétrie axiale vont être effacées en fait lors de la formation d'un trou noir qui va se stabiliser dans un état finalement extrêmement simple. Et ces informations vont être évacuées sous la forme de ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles, hein, sur lesquelles je reviendrai. Hein, ce sont des propagations en fait de certaines informations gravitationnelles autres que la courbure. La relativité générale vous dit que non seulement un objet massif va créer localement une courbure, un puits de gravitation, mais si cet objet se déplace, eh bien la courbure elle-même va se déplacer, un peu comme vous agitez un bâton à la surface d'un étang. Vous avez aussi des ondulations circulaires qui vont se propager vers l'extérieur. Donc en gravité, c'est la même chose, on appelle ça des ondes gravitationnelles. Du coup, ça conduit au théorème fondamental des trous noirs qui les place vraiment dans un statut très particulier par rapport à n'importe quelle autre forme de matière, qu'on appelle le trou noir, en français, un trou noir n'a pas de chevelure. Ça veut dire qu'en fait, l'information qui peut participer, toute information contenue dans tous les objets qui peuvent participer à la formation d'un trou noir. Bon, là, évidemment, en général, c'est des étoiles, des choses comme ça. Mais enfin, si un jour vous avez un trou noir comme poubelle et vous vous débarrassez de vos postes de télévision, vous pouvez le jeter dedans, etc. Donc, toutes les informations sur la forme, la couleur, la composition atomique, chimique, etc., est perdue, est engloutie dans le trou noir. Et le trou noir devient l'objet le plus simple de la physique, puisqu'il perd tous ses cheveux, ou ses poils, selon la traduction, pour n'en garder que 3. Les 3 choses qui restent, c'est la masse, le moment angulaire, de la façon dont ça tourne, et éventuellement une charge électrique. C'est permis par les lois de relativité, mais dans les conditions astrophysiques,
les charges électriques, va s'effacer, va se neutraliser rapidement. Donc le trou noir générique, le trou noir astrophysique générique, c'est le trou noir dit de Kerr, qui a deux attributs seulement, la masse et le moment angulaire, c'est-à-dire sa quantité de rotation. Donc c'est l'objet le plus simple de la physique. Alors que ça paraît compliqué au départ, on a un truc de relativité générale, paradoxalement. Vous définissez entièrement les propriétés d'un trou noir à l'équilibre avec deux seulement paramètres, et y compris les propriétés de l'espace-temps qu'il y a autour. Voilà. Donc c'est l'un des objets absolument de la physique, absolument magique. Un morceau de sucre, c'est beaucoup plus compliqué. Il vous fait des milliards de paramètres si vous voulez décrire totalement le morceau de sucre, par exemple. Bien. Alors, je vais sélectionner, parce que je ne vais pas tout vous montrer. Oui, donc voilà, bon. Le trou noir, donc voilà, le trou noir, ne regardez pas ne regardez pas cette formule, ça c'est pour un truc un petit peu plus avancé. Donc le trou noir générique astrophysique, donc dépend de ces deux, de ces deux paramètres. Excusez-moi. Voilà. Ce qui est intéressant avec le trou noir de Kerr, on va le voir, c'est qu'il y a une singularité au centre, comme pour le trou noir sphérique, mais cette singularité, ce n'est pas un nœud qui bouche l'espace-temps, parce qu'elle a la forme d'un anneau. C'est une singularité en forme d'anneau. Et ça veut dire que dans ce cas-là, comme on va le voir, si j'ai le temps de vous raconter, si vous rentrez dans le trou noir, vous pouvez éventuellement survoler l'anneau ou passer à travers sans toucher la singularité, donc sans être détruit, ce qui va ouvrir des perspectives intéressantes de voyage à travers ce qu'on appelle les trous de verre. Je n'anticipe pas trop, mais c'est une des propriétés les plus intéressantes des trous noirs en rotation. Et les trous noirs en rotation, comme tout objet, ils ont de l'énergie. Ils ont une énergie irréductible qui est liée à leur masse, et puis ils ont une énergie rotationnelle. Et, en tout cas par des expériences de pensée, on pense que cette énergie rotationnelle pourrait être extraite par des processus physiques, dont l'un d'entre eux a été découvert par le grand physicien mathématicien Roger Penrose, où par un ensemble de processus, on pourrait en fait freiner un trou noir en balançant des particules dedans dans certaines trajectoires, etc., et récupérer une partie de l'énergie rotationnelle d'un trou noir. Et on a même donc imaginé des scénarios qui ressemblent à des scénarios de science-fiction, dans lesquels on utiliserait des trous noirs en rotation comme une poubelle galactique, avec une civilisation qui construirait autour une cité industrielle qui produit des déchets qui sont mis dans des bennes, qui déversent leurs ordures dans des points très précis de l'environnement d'un trou noir et selon des trajectoires très précises. Et quand les bennes sont récupérées, on récupère l'énergie cinétique de la benne, on s'est débarrassé des ordures et on fait le bilan énergétique calculé en relativité générale. Et on trouve que non seulement on a récupéré la totalité de l'énergie des ordures, par E égale MC2, et en plus on a récupéré, ayant freiné le trou noir, on a récupéré également une partie de l'énergie rotationnelle du trou noir, ce qui évidemment c'est écologique et parfaitement. Bien. Alors, on ne sait pas s'il y a des civilisations galactiques suffisamment avancées pour utiliser le trou noir comme poubelle. Une autre propriété fondamentale des trous noirs, enfin, c'est un ensemble de propriétés qu'on appelle finalement les lois d'évolution des trous noirs. Comment ils interagissent entre eux, quand ils entrent en collision, comment un trou noir évolue par rapport à son environnement, etc. Et tout ça, ça a été des travaux théoriques d'abord, qui ont été faits dans les années 60 et 70, essentiellement par l'école anglo-saxonne. Et finalement, il y avait une sorte d'analogie entre les lois d'évolution des trous noirs et les lois de la thermodynamique habituelle. Et parmi les lois de la thermodynamique habituelle, il y a la plus connue, c'est la seconde loi de la thermodynamique, qui s'appelle aussi la loi de l'entropie, qui vous dit qu'en fait, l'entropie d'un système thermodynamique isolé ne peut qu'augmenter au cours du temps. Et l'entropie mesure la dégradation d'un système, c'est-à-dire la perte d'informations que l'on a sur un système. Ça veut dire que donc, effectivement, les trous noirs grossissent au cours du temps et on peut leur associer une entropie qui est proportionnelle à leur surface. Et la surface augmente, donc l'entropie du trou noir augmente au cours du temps. Et on peut du coup leur attribuer aussi une température théorique qui serait liée à la pesanteur, qu'on appelle la gravité de surface, liée donc, je vous montre les formules, c'est pas la peine de les regarder. Voilà. Oui, alors parce que dans les conditions usuelles, pour les trous noirs astrophysiques, si vous faites le calcul, l'entropie d'un trou noir, c'est un truc absolument gigantesque. L'entropie se mesure en une sorte de bits d'information, des unités d'information. Donc, pour un trou noir qui aurait la masse du Soleil, son entropie serait de 10 puissance 77 unités d'information, ce qui est absolument gigantesque, un puits d'information invraisemblable. Et la température, en revanche, serait incroyablement faible, c'est-à-dire qu'on commencerait à avoir un trou noir suffisamment chaud uniquement pour des masses extrêmement petites, donc pour les micro-trous noirs.
Bien. Bon, ces lois ont fini par être retrouvées, parce que là, ce sont que des analogies de formules, puis elles ont fini par être retrouvées beaucoup plus tard, lorsque se sont développées des théories plus sophistiquées, qu'on appelle des théories de gravitation quantique, où certains ont pu réellement calculer l'entropie d'un trou noir, c'est-à-dire la quantité d'information d'un trou noir, en disant finalement qu'elle était collée d'une certaine façon sur la surface d'un trou noir, c'est-à-dire sur l'horizon des événements. C'est-à-dire que les unités d'information qui permettent de compter l'information qui est dans le trou noir, en bits quantiques, des 0 ou des 1, fait intervenir en fait la surface minimum, qui s'appelle une aire de Planck. C'est-à-dire, voilà, on triangule l'horizon sphérique d'un trou noir en petites unités, des aires de Planck, qui sont évidemment très petites, 10 puissance moins 66 cm². Il faut 4 aires de Planck pour faire un bit d'information. Donc vous retrouvez la formule, l'entropie est égale à l'aire divisé par 4, dans un certain système d'unités. Et ça explique pourquoi l'entropie est si gigantesque. Parce qu'évidemment, l'unité, l'aire de Planck, est incroyablement petite. Donc même un trou noir stellaire qui est relativement petit, ça va avoir effectivement un nombre d'aires de Planck absolument gigantesque. Donc on retrouve cette formule-là. Mais du coup, c'est toujours dans la physique là, puis ça va se compliquer malheureusement au-delà, mais c'est ça qui est intéressant avec les trous noirs. Du coup, à partir du moment où le trou noir entropie, c'est une température, finalement, c'est peut-être pas le corps passif que l'on imaginait, parce qu'en thermodynamique, un corps qui a une température, il rayonne. Donc ça semble complètement contradictoire avec la définition première du trou noir, qui est un objet qui ne peut pas rayonner, qui absorbe tout. Donc voilà, c'est un paradoxe qui a été commencé à être entrevu et partiellement résolu dans les années 70 par la découverte purement théorique par Stephen Hawking de l'évaporation des trous noirs. Et l'évaporation qui concernerait, c'est un phénomène de physique quantique, donc ça concernerait que les micro-trous noirs. Voilà. Puisque le trou noir rayonne, il perd de l'énergie. Voilà. Et donc, voilà, cette prédiction que les micro-trous noirs s'évaporeraient, se rétréciraient, se conduiraient de façon absolument inverse des trous noirs astrophysiques normaux qui ont tendance à grossir. Et là, les trous noirs soumis aux lois de la physique quantique mettraient au contraire à rétrécir. Et là, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, sauf si vous me posez des questions, si je ne suis pas trop long parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Il y a un paradoxe qui naît, ça s'appelle le paradoxe de l'information. Là, je suis dans les dernières nouvelles théoriques sur les trous noirs. Le paradoxe de l'information me dit que dans la relativité, dans le processus comme ça de Hawking, qui fait intervenir la relativité générale classique et un tout petit peu de physique quantique, l'information que vous récupérez de l'extérieur quand le trou noir s'évapore, puisque si le trou noir s'évapore, vous récupérez un peu de l'information. Question, est-ce que vous récupérez tout ou pas? Eh bien, dans la relativité générale classique, il y a une perte irréversible d'information. C'est-à-dire que vous ne récupérez pas tout. Et le problème, c'est que c'est absolument incompatible avec une loi fondamentale de la physique quantique, qui s'appelle la loi d'unitarité, où un système quantique, quel que soit le sort que vous lui fassiez subir, ne peut pas perdre de l'information. Donc c'est une incompatibilité entre la relativité générale et la physique quantique, ce qui conduit donc à tout un ensemble de travaux actuels sur de nouvelles théories qui s'appellent les théories de gravitation quantique, censées donc marier ensemble ces deux théories pour les rendre cohérentes et résoudre un certain nombre de problèmes, comme le paradoxe de l'information, puis après évidemment beaucoup plus avec des problématiques plus larges que ça. Le Big Bang a-t-il vraiment eu lieu? Tout un ensemble de choses. Bien, voilà, c'était quelques aperçus sur les développements théoriques des trous noirs. J'espère ne pas avoir été trop compliqué. Alors, il y en a encore un, mais qui est encore plus spectaculaire. C'est finalement... qu'est-ce qui se passe dans le tissu élastique là, du trou noir qui est déformé? Alors, je vous disais toujours dans l'analogie du tissu élastique, là, au plus le corps est concentré, au plus la déformation devient grande. Donc, on peut réellement, au-delà de l'analogie, mathématiquement, calculer un petit peu des formes d'espace réduites à 2 dimensions, simplement pour les besoins de la visualisation, mais qui montrent un petit peu les propriétés de courbure. Et je vous ai montré tout à l'heure ce qui correspondrait effectivement à la formation d'un trou noir statique avec une singularité qui bouche le puits. Voilà. Problème, c'est que... pour certains trous noirs, et notamment les trous noirs en rotation, quand vous faites le calcul relativiste de ce qui se passe là, au lieu d'avoir ça, vous avez ça. C'est la solution qu'on appelle la solution du trou de verre, wormhole, en anglais. C'est-à-dire que vous voyez que le puits du trou noir n'est pas bouché, il se rétrécit, puis hop, il se rouvre, il s'évase vers une autre région de l'univers, cette sorte de diabolo, ça ressemble à une sorte de diabolo. Si vous jouez au diabolo, bon, on ne joue plus beaucoup malheureusement. Voilà. Et donc, ces choses-là se sont pas mal développées chez les physiciens théoriciens d'abord, puis après dans la science-fiction, vous allez voir pourquoi. C'est parce que, en fait, si vous avez ici dans une région, dans notre espace-temps, une zone trou noir, où la matière et l'énergie rentrent,
Au lieu d'être coincé, vous avez cette gorge qui se rouvre, donc ce trou de verre, et ça ressort ailleurs, dans l'univers, dans l'espace-temps, sous forme de ce qu'on appelle une fontaine blanche. Un trou blanc, parfois, il vaut mieux l'appeler fontaine blanche, qui serait un symétrique temporel d'un trou noir. Voilà. Alors, ces solutions existent sur le papier, hein, c'est une solution mathématique exacte, des équations décrivant la structure de l'espace-temps engendré par un trou noir en rotation, mais ce sont, comme toute solution mathématique, ce sont des solutions idéalisées, qui ne représentent pas forcément la réalité des choses. Donc, toute la question, c'est que notre univers produit réellement des trous de verre ou pas. Comme on le verra, il produit effectivement des trous noirs. On n'a jamais observé de fontaine blanche, mais ce n'est pas parce qu'on ne les a pas observées qu'elles n'existent pas. Hein. Et a fortiori, les trous de verre qui sont cachés derrière les horizons d'événements, évidemment, on ne peut pas les voir. Mais pourquoi ça a tellement fasciné à la fois les physiciens, mais après les écrivains, les cinéastes de science-fiction? Comme vous le savez, si vous êtes allé voir des films genre Interstellar ou des séries de science-fiction comme Stargate, etc., c'est qu'en fait, si les trous de verre existent et qu'on peut les emprunter sans dommage, on aurait des raccourcis pour voyager dans l'espace-temps. On le voit aussi sur ce schéma un petit peu simpliste. On a un trou de verre. Et si on veut aller, par exemple, sur l'étoile la plus proche, qui est Alpha du Centaure, dans l'espace normal, il faudra des siècles, évidemment, parce que c'est à 4 années-lumière. S'il y a un trou de verre qui joint les deux régions, on peut y aller en un jour, sans avoir dépassé la vitesse de la lumière. On a simplement emprunté un raccourci, une distorsion extraordinaire de l'espace-temps, qui serait donc ces trous de verre. Voilà. Donc, le statut théorique des trous de verre, il est encore incertain. Est-ce que les trous de verre existent toujours dans des théories plus sophistiquées de gravitation quantique? Et puis surtout, est-ce que les trous de verre sont stables? Est-ce qu'ils peuvent se former réellement dans l'univers, etc. La question est ouverte. Voilà. Mais si les trous de verre existaient, qu'ils soient réellement traversables et empruntables, ça changerait complètement nos perspectives futures. C'est pour ça que ça a tellement intéressé la science-fiction, pour voyager effectivement dans l'espace-temps. Sinon, on n'aura jamais accès, à cause de la limitation de nos déplacements, limités par la vitesse de la lumière, on n'aura jamais accès aux étoiles lointaines, ne parlons même pas des galaxies extérieures à la nôtre. Tandis que s'il y a des trous de verre empruntables, on y aura un jour physiquement accès. Voilà, ça changerait complètement notre rapport à l'espace. Petit chapitre sur la visualisation des trous noirs. Alors d'abord, la visualisation numérique. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les trous noirs, ce n'était pas tout à fait mes premiers travaux. J'avais fait mes premiers travaux dans les années 76, des travaux très mathématiques qui n'avaient rien à voir avec les trous noirs. Et puis, dans les années, en 78, je me suis dit, mais finalement, ces objets-là, qui sont le parangon de l'invisibilité. Si on veut convaincre les astronomes que ça existe, il faut bien imaginer des processus par lesquels on va les voir indirectement, des signatures indirectes. Les signatures indirectes, c'est de la matière, par exemple, qui va tomber dans le trou noir avec des configurations particulières, et qui va avoir des propriétés telles qu'il va y avoir des signatures indirectes de l'existence du trou noir. Et comme à l'époque, on n'avait pas encore d'objets de télescope capables de voir ces environnements de trou noir, ce qu'on avait, c'était la simulation numérique. Même avec les ordinateurs de l'époque, il fallait se le taper, les gros IBM qui occupaient une salle entière à l'observatoire de Meudon avec les paquets de cartes perforées pour faire le programme. Enfin bref, j'ai été le premier, j'ai eu la chance d'être le premier à réfléchir sur ce truc-là et à publier donc la première image que vous voyez en haut de la simulation numérique d'un trou noir entouré de quoi? D'un disque de gaz chaud. Comme si vous aviez des anneaux de Saturne, par exemple, sauf qu'au lieu des blocs de glace, c'est du gaz chaud. Et ça ne ressemble pas du tout aux anneaux de Saturne, comme vous le voyez. Voilà. Tout simplement parce qu'on est dans un espace-temps courbe, les rayons lumineux sont déviés, vous avez des mirages et des illusions d'optique. Donc chaque point de cette image est calculé par un calcul d'ordinateur, un trajet de rayons lumineux dans le champ de gravité d'un trou noir, qui produit des illusions d'optique. On voit par exemple la totalité du dessus du disque, il n'y a pas de partie cachée derrière le trou noir qui est au centre. Et le petit halo qui brille là, qui est autour, c'est carrément l'autre côté du disque de gaz. C'est-à-dire que vous voyez à la fois pile et face, à cause des distorsions absolument extrêmes. Bien, donc voilà, c'est ce premier calcul que j'avais publié en 1979. Après, ça a été repris, évidemment, par des ordinateurs beaucoup plus sophistiqués, en images, en couleurs, en animation, et ainsi de suite, comme vous voyez là. Ce que vous notez aussi ici, c'est une asymétrie de la lumière, tout simplement parce qu'il y a un effet physique fondamental. Les disques de gaz en rotation autour d'un trou noir sont en rotation. Et vous avez un effet lié à ce qu'on appelle l'effet Doppler. Dans la partie qui s'avance par rapport à l'observateur, si vous avez une source de lumière qui s'avance, les fréquences que vous en recevez, donc la luminosité, sont augmentées. Et donc là, on a simplement supposé que le disque tourne dans ce sens-là. Donc ça, c'est la partie qui s'approche de nous. Donc la luminosité est augmentée. Et là, c'est la partie qui s'éloigne. Normalement, c'est évidemment, la luminosité intrinsèque, elle est symétrique,
mais là, c'est asymétrique à cause de cet effet Doppler. Bien, si vous êtes allé voir, certains d'entre vous, je suis sûr, en tout cas au moins les jeunes sont allés voir Interstellar, le film en 2014, oui, quelques-uns sont allés voir Interstellar, où il y a beaucoup de simulations numériques de trous noirs, basées à peu près sur les mêmes équations que ce que j'avais faites en 79, avec des petits correctifs, parce que j'ai calculé pour des trous noirs en rotation, mais grosso modo, les calculs sont les mêmes, fait sous l'égide de Kip Thorne, qui est un de mes collègues astrophysiciens, qui a été conseiller scientifique du film, et l'image clé en fait, du film, enfin l'une des images clés, c'est cette simulation de trous noirs entouré d'un disque de gaz. Voilà. Alors ça ne ressemble pas à l'image précédente, là pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas le même angle de vue. Au lieu ici on est un peu au-dessus du plan, et là on est exactement dans le plan. Mais la deuxième différence essentielle, c'est que vous voyez, il n'y a pas d'asymétrie de la lumière. C'est absolument symétrique. Et ça, c'est une négligence. Alors, Kip Thorne m'a écrit, on se connaît évidemment parce qu'on est collègues, quelques mois avant que le film ne sorte sur les écrans français, il m'écrit un petit mail rapide en me disant: Jean-Pierre, si jamais tu vas voir Interstellar au cinéma, ne t'offusque pas en voyant l'image de simulation qu'il n'y ait pas l'effet Doppler que tu as évidemment été le premier à mettre en évidence. Je voulais le mettre évidemment parce que ça fait partie des équations, mais c'est le producteur et le réalisateur qui n'en ont pas voulu. Parce qu'ils ont dit que les spectateurs ne comprenaient rien à ce qui se passe. Bon, donc voilà, donc ça a été négligé. Voilà. Mais de fait, cette image-là, on l'avait calculée bien avant, avec mon collègue Jean-Alain Marc, dans exactement la même configuration, un disque de gaz. On est exactement dans le plan équatorial, mais en tenant compte de ça, voilà l'image beaucoup plus fidèle de à quoi ressemblerait donc ce trou noir entouré d'un disque de gaz mince. Comme vous le voyez, on l'avait calculé 15 ans plus tôt. Bien. Deuxième type de visualisation, le mirage gravitationnel provoqué par un trou noir qui passe devant la ligne de visée de quelque chose. Donc c'est un effet bien connu, ça s'appelle le mirage gravitationnel, et qui est causé par un effet de lentille gravitationnelle. C'est-à-dire vous avez un objet massif intermédiaire devant un paysage, cet objet va agir comme une lentille, mais au lieu d'être une lentille optique, c'est une lentille gravitationnelle, c'est-à-dire le paysage d'arrière-plan va être déformé, tout simplement parce que les rayons lumineux qui vont venir vont emprunter différents trajets de l'espace courbe. Alors, quelques simulations numériques, là encore, c'est hors d'accès de nos télescopes, de nos télescopes actuels. Simulations numériques qui ont été faites par un de mes collègues qui s'appelle Alain Riazuelo, qui est l'auteur des plus belles simulations numériques et les plus réalistes de ces mirages. Alors ça, vous voyez un paysage réel, c'est un paysage, enfin, c'est construit à partir d'une carte du ciel de l'hémisphère sud avec les étoiles qui existent bel et bien dans cette même position. Ça, c'est par exemple Alpha et Beta du Centaure. Ça, c'est la Voie lactée. Ça, c'est le centre de galaxie, etc. On recalcule ce paysage. Ça, c'est le paysage normal. Hein. Bon, on recalcule ce paysage en supposant qu'il y a un trou noir dans cette direction-là. On va calculer l'effet de mirage gravitationnel. Et l'image qu'on calcule, c'est ça. Superbe image où on voit les distorsions de l'image de la Voie lactée ici. Et puis, une deuxième distorsion beaucoup plus grande. Vous avez la Voie lactée tout entière, celle qui fait tout le tour du ciel, pas seulement le bout de la Voie lactée qui est dans le champ de vue, mais la Voie lactée tout entière qui fait le tour du ciel, qui est entièrement dupliquée autour du trou noir. Pourquoi ? Parce que le trou noir produit ce mirage le plus puissant, le mirage gravitationnel le plus puissant, c'est-à-dire va dupliquer à l'intérieur d'une zone théorique qu'on appelle l'anneau d'Einstein, que j'ai mis ici en pointillé rouge. L'univers extérieur tout entier est dupliqué et répété, mais de façon extrêmement déformée. Voilà. Donc vous n'avez pas seulement le champ de vue qui est dupliqué, mais c'est la voûte céleste tout entière, et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez la totalité de la Voie lactée. Bien. Et alors pour rendre les choses encore plus spectaculaires, je vais vous montrer maintenant toujours un calcul par Alain Riazuelo. Ici, c'est un autre paysage de l'hémisphère sud, toujours la Voie lactée. Ici, c'est la Croix du Sud. Ici, c'est Alpha Beta du Centaure. Ça, c'est Canop, une étoile très brillante. Et ça, c'est si vous connaissez un petit peu d'astronomie, c'est les nuages de Magellan, les deux galaxies satellites. Ça, c'est le grand nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va recalculer ce paysage, qui est le paysage réel, que l'on peut voir depuis la Terre en tout cas, en faisant passer un trou noir devant. Et on va recalculer image par image le paysage. Et je répète, ce n'est pas des vues d'artistes, c'est vraiment des calculs, simulations numériques, intégration des rayons lumineux. Vous avez l'anneau Einstein parfait. Et vous voyez toute cette myriade de petits points qui sont là, c'est la duplication de toutes les étoiles brillantes du ciel, pas seulement celles qui sont dans le champ, mais l'ensemble des étoiles de la voûte céleste, qui ont réellement été mises dans leur position réelle et puis leur position dupliquée. C'est pour ça qu'on voit environ 2 à 3 000 étoiles, ce sont les 2 à 3 000 étoiles visibles à l'œil nu, qui sont entièrement dupliqués. Voilà, le mirage gravitationnel change étape par étape. Bon, bref.
Voilà, donc ce genre de simulation numérique qui pédagogiquement a vertu de montrer beaucoup d'effets, notamment également des effets d'amplification. Vous voyez en fait les tailles des étoiles qui normalement sont ponctuelles, et ici on a mis simplement une taille proportionnelle à la luminosité. Et vous avez vu fugitivement une étoile, un couple d'étoiles qui est la même en fait, c'est la même étoile vue deux fois, subitement briller, tout simplement parce que la luminosité augmente grâce à ces effets de mirage gravitationnel. C'est-à-dire également, on a, comme dans une lentille, on a aussi de l'amplification par les lentilles gravitationnelles. Et dans le futur, certains imaginent qu'on pourra, une fois qu'on aura accès réellement par les télescopes à ces mirages gravitationnels créés par des trous noirs, les utiliser comme télescopes naturels, télescopes gravitationnels, permettant de voir en arrière-plan des objets que normalement on ne devrait pas voir parce qu'ils sont trop faibles, mais grâce à l'amplification gravitationnelle, on pourra les voir. Donc je finis ce tour d'horizon par maintenant, alors l'astronomie d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent les observations astrophysiques. Alors, je vous disais qu'il pouvait y avoir des micro-trous noirs formés uniquement dans les conditions du Big Bang, auquel cas ils seraient accompagnés d'évaporation, par le processus d'évaporation de Hawking, là, quantique. Les micro-trous noirs formés au début de l'univers devraient s'observer aujourd'hui en train de s'évaporer, sous forme de certains sursauts gamma, etc., qui ne sont pas observés. Enfin, on observe des quantités de sursauts gamma, mais qui ne sont pas créés, qui ne sont pas dus à des évaporations de trous noirs. Donc ça limite, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, qu'il ne s'en est pas formé, mais il y a une contrainte expérimentale très forte. Il y a très très peu de micro-trous noirs par unité de volume dans l'espace. Bien, peut-être même qu'il n'y en a pas du tout. Et du coup, on s'est dit, mais alors est-ce qu'on ne pourrait pas les créer artificiellement? Alors on a beaucoup parlé de ça voilà, au moment de l'ouverture du grand accélérateur du CERN, où un petit peu, les gens aiment bien faire peur un petit peu au public, là. Arrêtez tout, on va faire une catastrophe, on va créer un micro-trou noir au laboratoire, ça va absorber le laboratoire. Puis Genève, et puis après ça devient plus grave, parce qu'il y a la Suisse et la France, puis l'univers tout entier. Voilà. Complètement idiot évidemment, parce qu'on est très très loin, capable de recréer des énergies pour créer artificiellement des micro-trous noirs, sauf dans des conditions absolument invraisemblables, qui seraient des conditions théoriques, dépendant d'une théorie encore en construction qui s'appelle la théorie des cordes, et dans un sous-ensemble de la théorie des cordes qui aujourd'hui est largement éliminé par une quantité d'expérience. Donc voilà, on ne peut pas créer de micro-trous noirs artificiels au CERN. Et c'est bien dommage, parce qu'évidemment, si on pouvait les créer artificiellement, il n'y aurait d'abord aucun risque pour que le laboratoire s'engloutisse, ça on le sait, et ça aurait permis de les étudier. Donc bref, pas de micro-trous noirs pour l'instant. En revanche, alors là, vraiment, dans la détection des trous noirs stellaires, alors pourquoi on va les détecter? D'abord indirectement, par la chute de matière, je vous disais. Le calcul que j'avais fait dans les années en 79, on soupçonnait déjà qu'il y avait des trous noirs qui vivaient, des trous noirs stellaires. Vous ne savez peut-être pas, mais la plupart des étoiles ne sont pas célibataires, elles vivent en couple. C'est un système binaire. Dans un couple stellaire, vous avez une étoile relativement peu massive, donc qui évolue lentement, donc qui reste gazeuse très longtemps, une étoile plus massive qui évolue plus vite, et donc elle va former un trou noir, vous avez un stade dans lequel vous avez le couple s'est transformé en une étoile gazeuse et partenaire, le trou noir. Le trou noir va fonctionner comme un aspirateur gravitationnel, c'est-à-dire il va aspirer, alors ça c'est une animation. Vous voyez que de partie de l'enveloppe donc, est aspirée par le trou noir, et ça va former le disque d'accrétion, celui dont j'avais calculé, en admettant qu'on a une résolution gigantesque dans cette petite région-là, celui que j'avais calculé dans mon image de 1979. Ce disque d'accrétion, donc c'est un disque de gaz qui devient de plus en plus chaud en perdant de l'énergie, et ça finit par tomber dans le trou noir. Et dans les dernières phases, le gaz est chauffé à des dizaines de millions de degrés, et donc émet des bouffées de rayonnement X. Et c'est comme ça qu'on a détecté les premiers trous noirs stellaires dans la galaxie, quand on était capable, dans les années 70, pour la première fois, d'embarquer des télescopes à rayons X dans l'espace, puisque les rayons X n'arrivent pas au sol, heureusement pour nous. Et on a détecté des sources X, ce qu'on appelait des sources X binaires, c'est-à-dire des couples d'étoiles dans lesquels on ne voyait qu'une composante optique normale, l'étoile normale, mais on voyait à côté partir des bouffées de rayonnement X que seuls des objets compacts comme les trous noirs pouvaient expliquer. Et on a donc vu comme ça les premières détections de trous noirs distellaires. Et aujourd'hui, donc, on pense que dans une galaxie comme la nôtre, il doit y avoir quelques millions de trous noirs stellaires, et pour l'instant, on en a une trentaine qui sont dans cette phase où on peut effectivement, dans cette phase d'observabilité. Bien.
En ce qui concerne les trous noirs de masse intermédiaire, ce seraient des trous noirs dont les masses sont comprises à environ entre quelques centaines et quelques milliers de fois la masse du Soleil. Alors, théoriquement, leur existence ne faisait pas de problème. En revanche, le processus de formation posait quelques problèmes. On a longtemps douté de leur existence. Et puis, ça fait partie, à nouveau, des toutes dernières nouvelles sur les trous noirs de masse intermédiaire. On a maintenant des objets dont on a pu mesurer, enfin des trous noirs de masse intermédiaire dont on a pu mesurer la masse. Ici, par exemple, c'est une source qui est dans la galaxie Messier 82, avec un trou noir dont la masse est estimée à 400 fois la masse du Soleil, et là, dans une autre galaxie, 5000 fois la masse du Soleil. On n'est pas encore dans le domaine des trous noirs vraiment massifs, on n'est plus dans le domaine des trous noirs stellaires. Voilà, donc on appelle ça les trous noirs intermédiaires. Alors maintenant, le gros trou noir qui nous intéresse le plus, parce que c'est le plus proche, c'est le fameux trou noir galactique. On a soupçonné dans les années 60 qu'il pouvait y avoir des trous noirs géants au centre des galaxies. Donc dans une galaxie donnée, vous pouvez avoir des millions de trous noirs ordinaires stellaires, hein, parce que les étoiles sont réparties un peu partout, mais juste au centre, vous pouvez avoir un trou noir unique géant, de grande masse. À commencer par notre propre galaxie, la Voie lactée, qui, non, comme vous le savez, devrait ressembler à ça. Et donc au centre de la galaxie, il y a un objet qu'on appelle le Sagittarius A, étoile, qui est supposé donc être un trou noir, alors qu'il serait placé à l'endroit de cette croix, où on ne voit rien, mais en revanche, qu'est-ce qu'on voit autour? Ah ben tiens, là, le média est trouvé. On observe un amas d'étoiles qui tourne autour. Et on analyse depuis 25 ans maintenant, par une succession de clichés, la dynamique de cet amas, qui est reconstitué ici également, etc. Et en analysant la dynamique, les vitesses anormalement élevées de toutes ces étoiles qui tournent, on en déduit qu'il y a forcément une masse au centre de gravité du système, qui est celle du trou noir galactique, qui serait de 4 millions de fois la masse du Soleil. Voilà, donc c'est un trou noir qui commence à devenir assez gros. Si vous vous souvenez de la formule du rayon de Schwarzschild, 3 km pour une masse solaire. Donc vous ne multipliez pas 4 millions, ça fait 12 millions de kilomètres de rayon. Ça veut dire son diamètre, c'est 25 millions de kilomètres. Ça commence à faire pas mal comme taille de trou noir. Rassurez-vous, il est loin. Il est à 30 000 années-lumière. Hein. Voilà. Mais la question intéressante là-dedans, alors ça on est non seulement dans les dernières nouvelles, mais les nouvelles futures. Il y a un immense événement, j'espère, qui va se passer en 2017 ou au plus tard en 2018. C'est ce qu'on appelle l'Event Horizon Telescope. Pour la première fois, un réseau de télescopes, mais pas des télescopes optiques, des télescopes radio, fonctionnant dans un mode qu'on appelle l'interférométrie à longue base, c'est-à-dire on peut coupler des radiotélescopes qui sont un peu partout sur la planète. Ici, vous en avez au Groenland, vous avez en Antarctique, vous avez en Amérique du Sud, à Alma, etc. Aux États-Unis, en France, un radiotélescope de Nancy, tout ensemble de choses, etc. Pour avoir l'équivalent d'un radiotélescope de la taille du réseau. Ça s'appelle l'interférométrie. Vous couplez les choses comme ça. Et donc, du coup, vous pouvez avoir une résolution angulaire incroyablement fine. Parce que pourquoi? Parce que pour voir le trou noir galactique, 25 millions de kilomètres, mais à 30 000 années-lumière, c'est à peu près la taille d'une pièce de monnaie à la surface de la Lune. Donc, sur la surface de la Lune. Donc, un télescope ordinaire n'arrivera pas à faire ça, mais l'Event Horizon Telescope, qu'on a appelé Event Horizon Telescope, qui est censé voir à l'échelle de résolution de l'horizon des événements du trou noir galactique. Ben voilà, la résolution est en train d'être achevée au mois d'avril, lorsque tous les réseaux seront couplés. Et donc, normalement, en 2017, fin 2017, on devrait avoir la première image. Ça, ce sont des images simulées du trou noir galactique, mais probablement, on aura des images qui devraient ressembler, avec un peu plus de flou quand même, hein, à l'image que j'ai calculée en 1979. Un trou noir entouré d'une structure de matière. Voilà, donc, on attend ça quand même avec pas mal d'impatience. Donc, vous voyez, la traque des trous noirs commence à s'affiler parce que pendant des années, on n'avait que des informations très, très indirectes sur les trous noirs. Et puis là, on se rapproche. En ce qui concerne les trous noirs géants, les trous noirs supermassifs, alors donc, comme je vous le disais, donc, bien plus massifs que le trou noir galactique. Hein. On est en passe à des centaines de millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil. Voilà, on pense qu'ils sont au centre de galaxies géantes, les radiogalaxies, les quasars, etc., etc. Et on pense qu'il y en a beaucoup plus que ce que... Enfin, aujourd'hui, à nouveau, dernière nouvelle, c'est-à-dire datant de 2016, beaucoup plus de trous noirs supermassifs que ce que l'on pensait, grâce à ces observations-là. Donc c'est un cliché obtenu il y a quelques mois par le télescope à rayon X qui s'appelle Chandra. Et dans un champ, le champ de vue que vous correspondez, c'est à peu près 30 minutes d'arc, donc c'est à peu près la taille d'une pleine lune. Hein. Donc c'est une
petite région du ciel. Voilà. Ça, ce sont que des sources X. Et ces sources X, c'est des trous noirs supermassifs qui accrètent du gaz, qui attirent du gaz et les chauffent pour donner des rayons X. Et donc, voilà. Donc, il y en a 5000 dans un champ aussi petit que celui de la pleine Lune. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir à peu près 1 milliard de trous noirs supermassifs dans l'univers observable. Voilà. Oh, finalement, il n'y a pas lieu de s'étonner parce qu'il y a entre 100 et 1000 milliards de galaxies. Et on pense qu'une galaxie sur 100 à peu près, ou une galaxie sur 1000, a un trou noir supermassif. Peut-être toutes ont des trous noirs massifs, mais les trous noirs supermassifs, il y en a probablement une sur 1000. Donc voilà, c'est tout à fait compatible. Voilà. Et donc on a des observations bien plus précises, et vraiment des mesures, bon, je n'ai pas le temps de détailler, sur certaines galaxies dont on fait des analyses proches qui permettent de mesurer indirectement les masses. Alors moi, dans mon parcours, j'ai beaucoup travaillé sur les trous noirs, pas que sur les trous noirs, hein, mais bon, beaucoup sur les trous noirs. Après avoir calculé les simulations numériques, là dont je vous ai parlé, après dans les années 80, je me suis amusé à imaginer à quoi le sort que subirait une étoile frôlant un trou noir géant. Donc ça, c'est une vue d'artiste, hein, très simple. Mais enfin, j'avais fait un calcul scientifique compliqué à l'époque. Autour d'un trou noir, l'espace-temps est déformé. On peut définir une zone de danger absolu pour tout objet qui pénètre dans cette zone, tout simplement parce que l'espace-temps est tellement courbé que tout objet qui pénètre va lui-même être déformé dans l'espace et peut être brisé, même si c'est une étoile. Donc cette zone est délimitée par ce qu'on appelle le rayon de marée, parce qu'il s'agit finalement de forces de gravitation différentielles qui vont déformer les objets. Et on peut mettre en équation l'évolution d'une étoile qui va pénétrer dans le rayon de marée et qu'est-ce que le sort qu'elle subit. Et donc, avec mes collaborateurs de l'époque, puis après avec d'autres collaborateurs, j'avais les modèles, où on avait calculé finalement que l'étoile est écrasée dans le plan de son orbite, est totalement détruite et finit par former une immense flambée de rayonnement que j'avais appelé les crêpes stellaires flambées. On avait publié dans la revue Nature en 1982. Voilà. Alors à l'époque, c'était absolument pas observable. C'est une prédiction théorique et ces choses-là ont commencé à être observées dans les années 90 et aujourd'hui, on voit des crêpes stellaires flambées un petit peu de partout. On en voit toutes les semaines grâce effectivement au développement des télescopes. Et par exemple, récemment, 2015, on a observé un objet que initialement on a cru que c'était une supernova, c'est-à-dire une explosion d'étoiles massives, sauf que elle était atypique. C'était la plus brillante de loin jamais observée. Et finalement, les modélisations qui ont été faites, pas par moi, parce que moi je travaille sur autre chose maintenant, sur la gravité quantique, mettent en jeu en fait une destruction violente d'étoiles sous forme d'une crêpe stellaire flambée qui est capable de produire une énergie encore supérieure à l'énergie d'une supernova. Et puis pour finir en beauté, rassurez-vous, j'ai fini parce que j'ai déjà dépassé un petit peu mon temps, les ondes gravitationnelles. On se disait pour l'instant, donc tout ça c'est très bien, hein, parce que ça aussi, les crêpes stellaires flambées, c'est aussi une méthode indirecte pour mettre en évidence les trous noirs géants, massifs. Voilà. Mais maintenant, une observation directe de trous noirs, c'est que les ondes gravitationnelles qui peuvent nous permettre, les médias sont donc trouvés aussi. Voilà. Alors les ondes gravitationnelles, je vous l'ai dit très brièvement, c'est une prédiction incontournable de relativité qui dit que non seulement on a par exemple un objet qui s'effondre là, non seulement on a un puits de gravité qui se forme, mais en plus vous avez des ondulations de courbure qui se propagent vers l'extérieur à la vitesse de la lumière. Voilà. Et donc les ondes gravitationnelles sont étudiées, etc., etc. Elles avaient déjà été mises en évidence, mais indirectement dans les années 70, à l'occasion de l'observation d'un couple d'étoiles à neutrons. Et puis, les théoriciens, ils avaient calculé à quoi devrait ressembler le signal gravitationnel émis par exemple, la fusion de deux trous noirs. Alors, vous avez, par exemple, deux trous noirs en orbite l'un autour de l'autre. Ils vont tourner l'un autour de l'autre. Ils vont perdre, en agitant l'espace-temps, ils vont émettre des ondes gravitationnelles, donc ils vont perdre de l'énergie, donc ils vont se resserrer. Et en se resserrant, ils émettent de plus en plus d'ondes gravitationnelles. Il va y avoir une phase de fusion extrêmement brève qui va durer 1/100 de seconde. Ils vont fusionner pour former un seul trou noir unique. Le trou noir va vibrer pendant quelques fractions de seconde comme une cloche et va se stabiliser. Donc c'est les trois phases. Première phase de spirale rapprochement, l'onde gravitationnelle, l'amplitude de l'onde gravitationnelle augmente. Phase de fusion, un grand bouffée d'onde gravitationnelle, et puis stabilisation rapide, vibration du trou noir final qui se met dans un état stable. Vous voyez ici les échelles de temps, ce sont les dernières phases de la vie de ce couple qui a pu se former il y a des dizaines de milliers d'années ou des millions d'années, mais là c'est juste les 40 dernières secondes.
Hein, voilà. C'est les 40 dernières secondes où le signal gravitationnel devient suffisamment puissant pour être détecté par nos détecteurs d'ondes gravitationnelles qui font appel à des technologies absolument faramineuses. Voilà. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer le principe de l'interféromètre gravitationnel qui est censé donc mesurer l'infime distorsion de l'espace dans lequel nous sommes au passage d'une onde de gravité. Et quand je dis infime, c'est à l'échelle de 10 puissance moins 21. Ça veut dire que, en fait, vous auriez un objet de la taille de la Terre au passage d'une onde gravitationnelle ultra puissante provoquée par la coalescence, par exemple, la fusion de deux trous noirs pas trop loin. La taille de l'objet, de la taille de la Terre, varie de la taille d'un atome. Donc il faut une sensibilité faramineuse, évidemment, pour mesurer ce genre de choses. Cette sensibilité a été atteinte pour la première fois par une série d'instruments aux États-Unis qui s'appelle LIGO, plus un instrument français qui rentre dans la compétition et qu'on appelle des interféromètres. Et la grande nouvelle de l'année, la grande nouvelle astrophysique de l'année 2016, c'est la première détection directe des ondes gravitationnelles qui ont eu lieu en fait à l'automne 2015, mais il a fallu quelques mois d'analyse pour bien comprendre qu'on avait bel et bien détecté ça c'était la courbe théorique, et voilà les courbes qui ont été mesurées, les courbes expérimentales qui ont été reçues dans les deux détecteurs. Donc il y a deux détecteurs aux États-Unis, un dans l'État de Washington, un en Louisiane, séparés de 3000 km, les deux détecteurs. Ils ont reçu le signal. Le premier signal, il est arrivé d'abord dans ce détecteur-là. Et puis comme ça se propage à la vitesse de la lumière, 1/100 de seconde plus tard, puisque c'est à 3000 km, 1/100 de seconde plus tard, le même signal est mesuré dans le deuxième détecteur. Voilà, 1 et 2. Et c'est absolument le signal, compte tenu après des petites incertitudes expérimentales, c'est le signal théoriquement calculé. Phase de rapprochement, coalescence, stabilisation. Exactement pareil, avec des échelles de temps. Voilà, donc première détection directe, cette fois-ci, ça c'est vraiment une signature directe de l'existence des trous noirs, et surtout de couples de trous noirs qui fusionnent. Voilà donc ce premier événement qu'on a appelé GW 150914, parce que c'est la date du 14 septembre 2015, Gravitational Wave, a été interprété donc moyennant une modélisation ne refondant pas trop sur le paramètre libre, c'est-à-dire c'est très solide, sur la fusion de deux trous noirs stellaires relativement massifs pour des trous noirs stellaires, avec un événement qui s'était déroulé il y a 1,3 milliard d'années. Donc ils ont eu une chance extraordinaire. Le détecteur non gravitationnel existait depuis 10 ans, il n'avait pas la sensibilité requise. Donc il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits. Et un jour après l'ouverture, la mise en fonctionnement, ils reçoivent ce signal gravitationnel ultra puissant, mais qui avait été émis 1,3 milliard d'années plus tôt. Il est arrivé juste au bon moment. Voilà. Et puis, 2 mois plus tard, ils en détectent un autre. Bref, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fusions de trous noirs, beaucoup plus de fusions de couples de trous noirs que ce que l'on pensait. Et actuellement, il y a une deuxième campagne d'observation avec ces deux détecteurs, plus le détecteur franco-italien qui se rajoute, qui est en cours. Et très probablement, on va s'apercevoir qu'il y a des milliers de fusions de trous noirs chaque année. Et on a une nouvelle astronomie gravitationnelle qui naît, qui s'appelle donc l'astronomie des ondes gravitationnelles. Et pour finir, alors est-ce que le média va être trouvé là, la fusion. Attends, pardon. Voilà. Alors c'est une simulation numérique, donc vous avez des quantités d'effets de mirage gravitationnel, toutes ces étoiles qui bougent là, c'est juste voilà, des duplications. Mais vous voyez les deux trous noirs qui se rapprochent. Donc je répète, c'est les dernières dizaines de secondes de la vie de ce couple qui va fusionner dans un bel acte d'amour en un objet unique. Et vous voyez là, voilà. Et dans le centième de seconde où a eu lieu la fusion et la stabilisation, l'énergie gravitationnelle qui a été émise représente 50 fois l'énergie lumineuse de l'univers tout entier, avec ses centaines de milliards de galaxies. On a détecté évidemment qu'une infime résidu bribe gravitationnelle, évidemment, qui a été détecté sur Terre. Bien. Et le futur de l'astronomie gravitationnelle se produira dans l'espace, avec des interféromètres gravitationnels qui seront dans l'espace et qui mesureront notamment des coalescences de trous noirs supermassifs. Voilà, ça c'est un petit peu l'actualité de la recherche sur le trou noir. Mais vraiment l'événement majeur, je répète, donc de l'année 2016, ça a été la détection des ondes gravitationnelles
uniquement par des trous noirs, parce que c'est les trous noirs qui sont capables de produire les ondes gravitationnelles les plus puissantes. Et puis en 2017, il y aura à nouveau une deuxième campagne d'observation, donc on va avoir des résultats. Puis comme je vous le disais, les espoirs avec l'Event Horizon Telescope de voir pour la première fois la silhouette du trou noir galactique. Donc beaucoup d'excitation pour tous ceux qui travaillent sur le trou noir. Et moi, même si je ne travaille plus directement sur le trou noir depuis quelques années, je suis évidemment l'évolution de tous ces trucs-là. Puis à chaque fois qu'il y a des nouvelles sur le trou noir, évidemment, je suis interviewé, etc., pour donner mon avis. Et tout ça, c'est absolument passionnant. En tout cas, pour moi, j'espère que ça vous a plu. Alors, si vous voulez pousser un petit peu plus loin, voilà, ce que je vous ai raconté, parmi les nombreux livres, alors voilà, c'est plus simple, plus compliqué. Celui-là, c'est vraiment le b.a.-ba un petit peu, puisque c'est l'univers en 100 questions. Et sur ces 100 questions, il doit y en avoir 5 ou 6 qui sont consacrés au trou noir. Mais juste une page, hein, donc ça veut dire que c'est vraiment le b.a.-ba. Après, si vous voulez un petit peu plus loin, c'est mon premier livre, en fait, que j'ai publié initialement en 87, ça c'est l'édition de poche de 92, Les trous noirs, et puis surtout le livre beaucoup plus développé, où il y a déjà des schémas, il n'y a toujours pas d'équations évidemment, mais le livre beaucoup plus développé, qui est consacré en fait aux trous noirs, et à toutes les propriétés, et beaucoup plus que je vous ai raconté aujourd'hui, si vous voulez approfondir un petit peu. Voilà, j'ai dépassé mon temps de parole, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Merci.